Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous en sommes rendus maintenant au chapitre 10 de magistrature ou dictature, intègre ou gangrenée. Alors aujourd'hui, je vous présente une correspondance qui est adressée, en fait une demande, une requête qui est adressée au procureur général du Québec concernant le fait qu'il serait peut-être abusif comme acte administratif de la part du DPJ de déclarer des parents souffrant de problèmes de santé mentale ou d'adaptation sociale sans que le dit problème ne soit diagnostiqué par un professionnel de la santé qui est un médecin ou un psychologue puisqu'il s'agit d'un acte réservé. Donc, avant de regarder cette correspondance où je vais vous commenter chaque paragraphe pour que la situation soit claire, je vous présente quelques exemples de cas, mais on n'ira pas tellement loin là-dedans, il y a beaucoup de cas comme ça. Donc encore cette semaine, j'ai eu des communications avec 2 mères de famille pour qui la DPJ a décrété ou a prétendu qu'elle souffrait de problèmes de santé mentale ou d'adaptation sociale. Et il en résulte que les enfants de ces mères de famille ont été placés en famille d'accueil. Mais en vérité, ni l'une ni l'autre n'a de diagnostic précis qui provient d'un médecin ou d'un psychologue. Donc, dans un premier cas, l'analyse vient d'une jeune intervenante qui est au début de la vingtaine seulement et qui demande à la Chambre de la jeunesse un placement à majorité en ces termes. Il existe un risque sérieux de négligence causé par un problème de santé mentale chez la mère et un problème d'instabilité chez les parents. La jeune intervenante poursuit sa justification. Suite à nos observations, il est clair que pour nous, la situation est toujours compromise en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. La fragilité de la mère quant à sa santé mentale est toujours présente. En effet, celle-ci se sent souvent menacée et son sentiment d'injustice est très présent. L'intervenante rapporte aussi au tribunal que la mère aurait dit que l'intervenante n'était pas qualifiée. Alors, la DPJ placera les 2 enfants qui sont âgés de moins de 5 ans jusqu'à leur majorité. Dans un autre cas, l'intervenante prétend que le discours de la mère apparaît irréel, qu'elle adapte ses réponses, qu'elle est méfiante, et la méfiance, ça revient constamment dans les rapports de la protection de la jeunesse, que l'on a des doutes sur son honnêteté et précise également au tribunal notamment sa collaboration avec nos services demeure aléatoire. La mère ne reconnaît pas les motifs de compromission et ne comprend pas pourquoi la DPJ est dans leur vie. Pourtant, c'est un droit fondamental des parents. Au début de cette intervention-là, les 3 enfants devaient être placés pour une durée maximale de 60 jours. Mais dû à des remises et à la situation de la COVID, voilà que ça fait maintenant une dizaine de mois que la situation perdure et il y a un des enfants qui vit dans une résidence privée qui donne des soins à des personnes handicapées. Il s'agit d'adultes, selon les informations de la mère, d'une 50aine d'années en moyenne, qui sont à mobilité réduite. Donc, il y a seulement une personne qui marche, qui peut marcher pour se déplacer. Les autres sont en chaise roulante et même avec des appuis-tête pour maintenir la tête en position droite. Personne qui mange à travers une paille pour se nourrir. Et aujourd'hui même, le retour à l'école de l'enfant qui a 5 ans est compromis parce que cette résidence d'accueil
se questionne et craint que l'enfant ne revienne de l'école pour contaminer les adultes handicapés dont on prend soin à cet endroit. Un autre fait important, c'est qu'avant le placement de l'enfant dans cet endroit, la mère allait avec l'enfant pour qu'il reçoive des soins particuliers à chaque semaine et depuis son placement, il ne reçoit plus ces soins de santé dont il a besoin dans son suivi. Donc, tout a été interrompu et ça fait maintenant 10 mois. En somme, dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a nettement une lésion de droit de l'enfant, puisqu'il est placé dans un milieu qui n'est pas concordant, qui n'est pas approprié à sa situation avec des adultes handicapés. Il est le seul enfant là. Et puis, il ne reçoit plus les soins dont il recevait à chaque semaine au moment où il était avec sa mère. Et il s'agissait d'un placement qui devait être de 60 jours. Donc, on l'a vu dans un chapitre précédent, le fait que il n'appartient pas au tribunal de faire la mise en application de ces ordonnances. Les ordonnances du tribunal sont mises en application et ce pouvoir-là est dévolu au DPJ lui-même. Et on l'a vu dans le cas du boycott des intervenantes, il y a eu beaucoup de demandes à la Cour supérieure pour casser des décisions de la juge Ruffo parce qu'elle s'ingérait dans le pouvoir de la DPJ et le juge n'a pas, c'est pas la compétence du juge de décider, de choisir la famille d'accueil et de faire un suivi de ce qui se passe avec l'enfant une fois que l'ordonnance a été jugée. C'est un pouvoir de la DPJ et c'est une des raisons fondamentales pourquoi on a tellement fait de procédures pour en arriver à la destitution de la juge Ruffo, notamment. Bref, dans ce cas-là, toutefois, il s'agit d'une question qui relèverait de la Commission des droits de la personne, puisqu'il n'y a pas d'autre pouvoir de surveillance en ce moment de la DPJ. Donc, s'il y a lésion de droits de l'enfant qui n'a plus ses soins et qui est placé dans un endroit inapproprié par la DPJ, il serait du ressort de la Commission des droits de la personne d'agir. Très brièvement, je vous présente un autre cas qui est un cas extrême de parents avec qui j'ai parlé dans les dernières semaines. La DPJ a placé 5 enfants en famille d'accueil confidentielle, c'est-à-dire que les parents ne savent plus où leurs enfants sont rendus. Cette famille a émigré au Québec il y a quelques années. Le père possédait une formation universitaire dans son pays d'origine. Et lorsque la DPJ est intervenue dans sa famille, il s'apprêtait à terminer une formation ici au Québec pour travailler notamment dans le système de la santé. On l'a accusé de séquestration, entre autres choses. Et il y a eu une intervention de la DPJ avec la police et on a pris l'enfant des bras de la mère par la force physique, d'après mes informations. Les parents, bien entendu, se sont rendus au poste de police et y ont contesté. Et vu que, le père était hors de lui-même, il a été placé en psychiatrie et on l'a gardé sous surveillance pendant plus d'1 année. L'homme a été forcé de prendre plusieurs médications, dont l'olanzapine, le Risperdal et l'Alibify par voie orale et par injection. On a varié des dosages et les essais ont généralement rapporté être sans effet sur la condition de l'homme. Mais jusqu'à obtenir ce qu'on a identifié comme étant une meilleure collaboration. Aujourd'hui, il est de retour avec son épouse et ne prend plus rien de ses médications, bien entendu. Il m'a confié ne jamais avoir consommé de drogue, ni d'alcool, ni de médicaments autres qu'un supplément de vitamines.
et il n'avait aucun dossier psychiatrique avant l'intervention du DPJ. A priori, son dit problème de santé mentale résulte du fait que l'on a soupçonné un trouble délirant de type persécutoire probable versus un trouble psychotique non spécifié. Toutefois, ce qui est extrêmement clair, c'est que ces présumées idées délirantes qu'on lui a attribuées concernent essentiellement les actes administratifs posés par la DPJ qu'il contestait. En somme, il a été remis en liberté puisque considéré comme non dangereux, mais affecté de ce qu'on appelle maintenant un trouble délirant persécutoire atténué. Il a été acquitté des charges criminelles qui pesaient contre lui sous le prétexte de son prétendu problème de santé mentale. Dans cette affaire, ou plutôt dans ce cauchemar qui dure depuis plus de 2 années, les enfants n'auraient pas témoigné devant le tribunal. Et plusieurs faits sont très contradictoires et non concordants. Par exemple, l'aîné des enfants aurait décrit son père comme un homme généreux et sa mère comme gentille et précisé que ses parents, les parents s'aiment. La DPJ a saisi la Chambre de la jeunesse pour que le bébé soit maintenant éligible à l'adoption et que les 4 autres enfants soient placés jusqu'à la majorité. J'ajouterai un dernier commentaire sur ce dernier cas, puisqu'il s'agit d'une famille de couleur qui a émigré ici et qui n'est manifestement pas de la même couleur blanche que presque 100% des juges de la Chambre de la jeunesse, par exemple. Je le dis respectueusement. Toutefois, à cet égard, on le voit maintenant et c'est très actuel, il y a des émeutes. Il y a eu des émeutes partout dans le monde par rapport à une situation qui est injuste et on voit que dans les faits, on tue des personnes de couleur pour des motifs qui ne semblent pas être si graves. Et cette question-là, ces faits-là, ça date pas d'hier, ça fait quelques siècles que ce problème-là persiste. Et il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'à l'esclavage. Il y a pas si longtemps, aux États-Unis, par exemple, il y avait des situations qui étaient vraiment inacceptables. Et encore aujourd'hui, est-ce que la DPJ va trop loin? La question se pose. La question se pose. Pour conclure sur ces exemples, il en résulte que tout parent qui s'oppose à une décision du DPJ risque de se voir étiqueté ou de se voir attribuer un problème de santé mentale ou d'adaptation sociale. À cet égard, l'entête de la correspondance est adressée à M. Simon Jolin Barrette, procureur général du Québec. Et elle a pour objet demande de recours Relator Action. Copie conforme est transmise aux personnes concernées suivantes, selon mon opinion. L'honorable David Lametti, procureur général du Canada, puisqu'il s'agit d'une question d'intérêt public. Monsieur François Legault, premier ministre du Québec et président du Conseil des ministres, qui est responsable notamment de la nomination des présidents du Bureau des présidents des conseils de discipline de l'Office des professions du Québec, dont la décision est mise en cause dans cette demande de recours. Une décision des présidents des conseils de discipline. Madame Danielle McCann, ministre responsable de l'application des lois professionnelles, dont le Code de profession,
Monsieur Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux chargé de l'application de la loi sur la protection de la jeunesse. Madame Diane Legault, présidente de l'Office des professions du Québec, dont chapeaute, en fait, le conseil de discipline, les bureaux des présidents de conseil de discipline. Maître Marie-Josée Corriveau, présidente en chef du bureau des présidents de conseil de discipline du Québec. Maître Morton S. Mink, président du Conseil de la justice administrative, qui est le pendant, si vous voulez, du Conseil de la magistrature qui reçoit les plaintes contre les présidents de conseil de discipline et les juges des tribunaux administratifs du gouvernement. Maître Suzanne Harpin, vice-présidente mandat jeunesse à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, puisque je soulève un cas ici qui, selon mon opinion, relève de la commission. Madame Régine Laurent, présidente, Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. Maintenant, passons à l'appel et au corps de la correspondance. Monsieur le procureur général du Québec, compte tenu de votre rôle exclusif d'agir pour faire respecter la loi, je, Alain Rioux, le sous-signé, vous interpelle respectueusement dans un but de redressement de l'intérêt public par le biais d'un recours Relator Action. Premier commentaire, je vais commenter les paragraphes. Donc, on expliquera plus loin qu'est-ce que ça veut dire un recours Relator Action, mais pour l'instant, précisons un peu le rôle du procureur général et certains de ses droits qui sont très particuliers. Par exemple, l'article 79 du Code de procédure civile nous informe que, dans toute instance, le tribunal peut inviter les parties à inviter le procureur général s'il s'agit d'une question d'intérêt public. Donc, le procureur général peut généralement intervenir dans n'importe quelle instance judiciaire si cette instance soulève une question d'intérêt public. Et il n'a pas besoin de se justifier. Donc, c'est un droit comme acquis. Et il peut aussi se pourvoir en appel de tout jugement portant sur une question d'intérêt public qu'il ait été là ou pas. Toutefois, je précise que ma requête ne vise pas exactement cet article de loi, mais ceci illustre bien le pouvoir particulier qui est délégué au procureur général, ou, si vous voulez, au ministre de la Justice, tel qu'on le nomme généralement. Deuxième paragraphe. Selon mes prétentions, le Conseil de discipline de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ne respecte pas les garanties d'impartialité en vertu de l'obligation d'agir équitablement ou d'agir conformément à la justice naturelle. Commentaire. Au chapitre 8, nous avons étudié la question de la crainte de partialité institutionnelle du système disciplinaire du Québec. On a aussi considéré un cas particulier, c'est-à-dire celui de Maître Laure, qui est un libéral qui a travaillé pour un ministre de la Sécurité publique, pour un ministre de la Sécurité du Revenu, un ministre des Finances, et qui a été chef de cabinet aussi pour le whip du gouvernement libéral de Jean Charest, pour enfin être récompensé, c'est-à-dire qu'il a été nommé président de conseil de discipline par le Conseil des ministres et il a été promu aussi, encore une fois, comme récemment, au mois de mai 2020, reconduit comme président en chef adjoint du bureau des présidents des conseils de discipline par le Conseil des ministres du gouvernement Legault. Et il est impliqué dans la présente affaire. Troisième paragraphe. Une personne bien renseignée éprouverait une crainte de partialité, une crainte raisonnable de partialité institutionnelle de l'organisme. On constate que 0% de plaintes privées auraient été accueillies favorablement depuis au moins 10 ans, tel qu'il apparaît des décisions publiées
par la Société québécoise d'information juridique relevant de votre ministère. Dans le présent cas, l'excès de juridiction quasi-judiciaire du dit conseil résulte d'une décision arbitraire qui est entachée d'une erreur prima facie évidente et significative sur une question d'intérêt public. Commentaire. C'est-à-dire que la faute prima facie est évidente et saute aux yeux. Et bien plus il est questionnable quand on se rend compte que depuis 10 ans, les plaintes privées sont rejetées complètement. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais sont rejetées, et qu'en plus, quand on les déclare frivoles, on peut charger aux plaignants privés les frais d'essence des membres du conseil de discipline, leur coucher à l'hôtel, leur chambre de l'hôtel, leur repas au restaurant, et tout ça aux frais du plaignant privé. Parce que le conseil de discipline a son bureau à Montréal, et s'il y a une plainte qui est déposée en région, ben là, le conseil se déplace, et les déplacements, si la plainte est rejetée, on charge ça aux frais du plaignant. Est-ce que c'est normal, tout ça? Est-ce que c'est acceptable, tout ça? 5e paragraphe. La question en litige est de savoir si les intervenantes outrepassent les limites prescrites par la loi délégatrice et la délimitation des compétences respectives du DPJ. En particulier, est-ce que la DPJ commet des abus de discrétion en alléguant à son bon vouloir des problèmes d'adaptation sociale et de santé mentale de parents? La question se résume à trancher si un tel acte est ultra vires et ou une violation de la loi. Commentaire. Un acte ultra vires résulte du fait d'agir sans avoir la compétence, d'excéder les limites de son pouvoir, d'agir arbitrairement, bref, d'excéder son pouvoir ou d'en abuser de ce pouvoir discrétionnaire qui a été confié par le Parlement à un organisme ou à une personne. En théorie, c'est la Cour supérieure qui a le mandat de surveillance de l'activité du gouvernement. Toute personne peut demander à la Cour supérieure un contrôle judiciaire d'une décision d'un tribunal inférieur ou d'un acte administratif d'une personne. Par exemple, les décisions qui sont rendues par le Conseil de discipline sont des décisions d'ordre quasi-judiciaire parce qu'il s'agit d'un tribunal qui a été créé par le gouvernement, par le Parlement. La Chambre de la jeunesse est aussi soumise au contrôle judiciaire de la Cour supérieure. 6e paragraphe. En vertu du Code des professions, il s'agit d'un acte réservé aux psychologues et aux médecins. Le fait de décider d'un motif de compromission fictif causé par un problème d'adaptation sociale ou de santé mentale non diagnostiqué par un psychologue ou un médecin est une considération étrangère à la loi sur la protection de la jeunesse. Il en découle que la discrétion du DPJ serait manifestement exercée de façon arbitraire. Or, le Conseil de discipline de l'Ordre des travailleurs sociaux s'est récemment contenté de juger qu'il s'agit d'une question frivole et abusive. Sans fournir un mobile ou un motif acceptable justifiant une réponse décisive et définitive, le Conseil ne pouvait raisonnablement interpréter le Code des professions comme s'appliquant aux intervenantes du DPJ de déclarer des planos, des problèmes de santé mentale ou d'adaptation sociale aux parents. Commentaire. Bref, nous l'avons mentionné au chapitre 8. Le Conseil de discipline a complètement fermé les yeux sur la question centrale, à savoir si cet acte-là est légal ou non. Et on a plutôt patiné sur des détails juridiques pour en arriver à dire qu'il s'agit d'une plainte frivole. Mais est-ce que c'est légal ou non?
on ne se prononce pas sur la question. 8e paragraphe. Il ne fait aucun doute que le Conseil de discipline a la compétence pour trancher les plaintes disciplinaires contre les intervenantes de la DPJ. Il n'y a donc pas absence de compétence. Cependant, le mandat du Conseil de discipline est de juger dans l'intérêt public. Ce pouvoir quasi-judiciaire de l'administration ne peut être exercé de manière déraisonnable en perpétuant l'incertitude du droit. Commentaire. Le Code des professions est essentiellement clair là-dessus. La raison d'être du Conseil de discipline, c'est l'intérêt public. Le public doit être protégé contre les décisions arbitraires de professionnels qui pourraient abuser de leur pouvoir ou agir de mauvaise foi ou utiliser leur pouvoir de manière déraisonnable à leur bon vouloir. Toutefois, ce système de surveillance mis en place par le gouvernement doit rendre des décisions correctes. Il serait malvenu, dans le fond, que le gouvernement confie la surveillance des actes professionnels à un tribunal qui a créé lui-même au 2e niveau et que le but, c'est de surveiller les actes de ses officiers au 1er niveau, notamment, pas tous les professionnels travaillent pour le gouvernement, bien entendu, mais au 1er niveau, on nomme des personnes pour faire la mise en application de la loi de la DPJ, par exemple. Puis au 2e niveau, on nomme des personnes pour surveiller les actes disciplinaires, sauf qu'il faut qu'on rende des décisions raisonnables. 9e paragraphe. En faisant fi d'adhérer à une culture de la justification, dans son processus administratif, l'administration ne peut assurer la confiance du public. Cette décision a été rendue de façon arbitraire et capricieuse sur une question d'intérêt public qui a été spécifiquement soulevée devant la commission Laurent. La dite décision administrative dénote une apparence de partialité et ou une apparence d'opportunisme politique. Commentaire. En effet, le 23 octobre 2019, j'ai soulevé cette question devant la commission Laurent et dénoncé le modus operandi de la DPJ qui attribue des problèmes de santé mentale ou des problèmes d'adaptation sociale aux parents qui s'opposent à leurs décisions. Un peu comme on en a vu au début de ce chapitre. En ce qui concerne la culture de justification, je reprends ici les termes exacts de l'arrêt Vavilov de la Cour suprême du Canada, qui a été rendu en 2019, qui remodèle ou qui remet en place, redéfinit les règles de la norme pour le contrôle judiciaire des actes administratifs de l'État et des décisions quasi-judiciaires, incluant celles du Conseil de discipline. Il est clair qu'il doit y avoir une logique sérieuse qui doit motiver les décisions qui sont rendues par les personnes nommées par le Conseil des ministres pour trancher, notamment les questions disciplinaires ou les éventuels abus de pouvoir des employés de l'État. Notre société ne pourrait pas se contenter que l'on décide qu'il s'agit d'une plainte frivole, etc., quand la question se pose et qu'il s'agit d'une question qui est d'intérêt public, puisqu'elle touche l'ensemble des parents du Québec. Et d'autant plus, je veux dire, si le décideur est un ex-chef de cabinet des ministres, de plusieurs ministres, et qu'il est nommé lui-même comme décideur par le Conseil des ministres, donc promu à ce poste par des anciens patrons du Parlement. Encore faut-il que sa décision fasse preuve d'une logique interne du raisonnement. Bref, il faut que ce processus soit impartial et que les décisions soient raisonnables et fondées sur un raisonnement intrinsèquement
cohérent, qui est à la fois rationnel et logique. Sinon, la décision peut manifestement être soumise au contrôle judiciaire de la Cour supérieure. 10e paragraphe. Ce genre d'abus de pouvoir est donc susceptible de justifier l'intervention du procureur général au nom de l'intérêt public et ou le contrôle judiciaire, et ce, tant sur la question de l'abus discrétionnaire de la DPJ que sur l'excès de juridiction du Conseil de discipline. Selon mes informations, il existe actuellement plusieurs enfants placés en famille d'accueil et des situations évidentes en lésion de droits de l'enfant liées à des allégations de problèmes de santé mentale mal fondés. Il en résulte que la question en litige est d'une telle importance qu'elle mérite d'être traitée substantiellement par une cour supérieure. Commentaire. Ceci étant dit, je peux témoigner personnellement, dans le fond, du fait que je reçois des appels de parents qui me confient des situations et qu'il y a beaucoup de parents qui se sont opposés à des décisions parce qu'ils trouvent ça inacceptable et qu'ils trouvent que les décisions ne sont pas bien justifiées, qu'il n'y a pas de fondement et que c'est excessif. Et ces parents-là se retrouvent dans des situations impossibles. Et comme on l'a vu, je veux dire, la Chambre de la jeunesse, je le répète encore une fois, accueille favorablement les décisions de l'intervenant à 98,4%. Donc, on se retrouve dans une situation impossible à titre de parent devant un tribunal. Et le simple fait de contester, on le voit dans plein de rapports de la DPJ, les parents contestent, les parents sont comme ci, les parents sont comme ça, ils n'aiment pas la DPJ, ils n'acceptent pas la compromission, et voilà, ils sont des mésadaptés sociaux et ils souffrent d'un problème de santé mentale. Donc, le simple fait de s'opposer amène la DPJ par son outil, et je vous présente cet outil SSP. Donc, avec cet outil-là, la DPJ s'est donné un droit, dans le fond, de créer un motif de compromission pour risque sérieux de négligence attribué sous l'article 38B, deuxième alinéa, selon l'interprétation qu'en fait la DPJ. Mais est-ce que c'est légal, tout ça? Et je rajouterais que perdre un enfant est probablement le plus grand traumatisme qu'un être humain peut vivre dans sa vie d'adulte. Mais comment se fait-il que quand un être humain réagit à ce grand traumatisme-là et qu'il ne garde pas un sourire et une attitude froide face à la situation, qu'on le qualifie de mésadapté social, où on prétend qu'il souffre d'un problème de santé mentale puisqu'il a des écarts émotifs? Bien entendu qu'il s'agit d'une situation qui est grave et quand on décide qu'on place nos petits-enfants de 4-5 ans jusqu'à majorité, je pense que c'est tout à fait normal qu'un parent réagisse et qu'il y ait des sauts d'humeur ou qui réagissent fortement face à une pareille situation. Mais au contraire, on utilise ce fait-là pour le décrire comme un malade mental. C'est grave, c'est lourd de conséquences. Notamment, je veux dire, si on vient vous enlever vos enfants dans vos bras par la force physique et qu'après ça, si vous réagissez, on vous met en psychiatrie, il me semble que... Écoutez, 12e paragraphe. À cet égard, le locus standi du procureur général d'intenter ex officio un recours relator action pour obtenir un redressement de l'intérêt public à la demande d'un justiciable ex relatione est bien fondé en droit. Considérant que
Le procureur général peut agir non pas à titre de partie lésée, mais comme protecteur de l'intérêt public pour demander l'annulation d'actes quasi-judiciaires fautifs à la lumière du droit et des faits et assurer la prohibition d'actes administratifs illégaux. Les conclusions recherchées par ma présente demande sont l'annulation des décisions du Conseil de discipline sur la question en litige et la prohibition de l'acte ultra-vires de la DPJ en violation avec la loi délégatrice. Commentaire. Oui, on peut le déclarer au tribunal. Toutefois, il faudrait qu'il y ait une étude sérieuse par un psychologue qui décide qu'un parent souffre d'un problème de santé mentale avant qu'on arrive là. Donc, ex officio, c'est-à-dire par le devoir qui lui a été confié, le procureur peut agir à la demande d'un citoyen. Et c'est de là que prend tout son sens le recours Relator Action. C'est un type de procédure qui est plutôt mal connu au Québec, ou je ne sais pas si ça a déjà été utilisé même, mais qui est surtout fait en Angleterre. Et comme le droit canadien est fondé sur la common law, et c'est une possibilité, ce droit-là existe dans les provinces anglophones, et il est bien fondé en droit au Québec, même si il est peut-être pas vraiment utilisé et mal connu. C'est une possibilité et on voit que le procureur général a ce droit-là. Maintenant, est-ce que le Conseil des ministres du gouvernement caquiste va décider d'intervenir? C'est quoi son intention dans un pareil dossier? Est-ce qu'il va vouloir corriger la situation et s'assurer que la DPJ ne commet pas d'actes illégaux? Ça, c'est aujourd'hui une bonne question. Si le gouvernement est intègre, il agira. De l'autre côté, son système de droit disciplinaire est-il gangrené? S'il s'agit de protéger les agents de l'État et les membres de l'ordre, parce qu'en fait, on le sait, c'est eux autres qui font vivre ce système-là. C'est les professionnels qui payent par leurs cotisations annuelles à l'ordre, qui font vivre l'ordre. Et l'ordre, à son tour, cotise à l'Office des professions. Donc, l'ordre remet un transfert d'environ 10 millions par année à l'Office des professions qui chapeaute le bureau des présidents de conseil de discipline. Donc, tous ces gens-là travaillent et vivent des cotisations des professionnels qui sont membres d'un ordre. Mais encore là, je reviens sur le fait que tout cela fait partie de l'appareil quasi-judiciaire. Donc, c'est des décisions qui sont transmises par le gouvernement de former ces organismes-là et ce système-là, comme on a vu au chapitre 8. Toutefois, au-dessus de tout ça, il y a le pouvoir constitutionnel qui est attribué à la Cour supérieure de surveiller les actes de l'administration du gouvernement. C'est un devoir de surveillance. Quoi qu'il en soit, le Conseil des ministres du gouvernement Legault sera officiellement avisé lundi matin par huissier que des actes administratifs dans leur gouvernement pourraient être jugés illégaux ou abusifs par un tribunal fédéral, notamment par la Cour supérieure. Formule de courtoisie finale. Votre action sur cette question est dans l'intérêt de l'institution familiale québécoise, espérant recevoir un suivi approprié avant le 4 septembre 2020 et une réponse définitive au plus tard 30 jours après le rapport final de la commission Laurent, Commission des droits de l'enfant. Je vous prie d'agréer, Monsieur le procureur général, l'expression de mes salutations les plus distinguées. Alain Rioux.
directeur pour les papas en action. Donc, ceci met fin au chapitre 10, intègre ou gangrené. Bien entendu, on ne peut pas présumer de ce que le gouvernement décidera de faire dans ce dossier. Toutefois, selon mon humble avis, il s'agit d'une question d'intérêt public puisqu'elle peut toucher n'importe quel parent du Québec à n'importe quel moment. À partir du moment où un parent s'oppose à la DPJ, il peut être qualifié de mésadapté social. Et plusieurs l'ont été. Toutefois, ces problèmes de santé mentale, les problèmes de mésadaptation sociale, sont-ils acceptables? D'une part, moralement acceptables, et légaux, d'autre part. Et si le Conseil de discipline des travailleurs sociaux décide qu'il s'agit d'une question frivole et abusive, peut-être que la Cour supérieure ou qu'une Cour d'appel et même la Cour suprême pourraient en juger qu'il en va autrement. Si on considère le fait qu'un jeune étudiant qui sort du cégep, qu'on appelle aujourd'hui les TTS, les travailleurs en technique sociale, qui sont autorisés pour agir par le DPJ, peuvent prendre de telles décisions, ça ne va pas avec l'esprit du Code des professions, pas du tout. Ça, c'est indéniable. Alors, madame, monsieur, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci. Au plaisir.